Alors que notre attention est toujours plus convoitée, les marques cherchent de nouvelles manières d'entrer en relation avec leur public. Pour ça, elles créent de nouvelles expériences, des expériences gamifiées. On va voir quels sont les leviers, les bénéfices, aussi les limites de ces pratiques. Pour ça, je suis aujourd'hui avec Antoine Ménard et Guillaume Durand. Vous écoutez UV, le podcast qui connecte les marques à l'époque. Bonjour Antoine, bonjour Guillaume. Bienvenue à UV. Bonjour Thomas. Salut Thomas. Salut Antoine, tu es cofondateur de Merci Michel, studio d'expérience digitale et de gamification. Ça tombe bien, c'est le cœur du sujet. Super. Bienvenue. Et Guillaume, eh bien, welcome back. Tu es directeur de la création à l'agence. C'est bien ça. Que nous aussi, on a eu des petites expériences à vous présenter. Peut-être dans un premier temps, on va cadrer ce qu'il y a derrière ce terme de gamification. Notamment parce que je trouve qu'il a été beaucoup utilisé, il a été pas mal malmené finalement ce terme. Antoine, peut-être, est-ce que tu peux commencer par définir en tout cas ce que vous faites chez Merci Michel comme expérience de gamification et donc ce que toi t'entends derrière ce terme de gamification? Oui, je vais plutôt parler de la définition. Ouais. En fait, la définition même de gamification, c'est utiliser des leviers du jeu et du jeu vidéo dans des sujets qui ne sont pas forcément qui ne sont pas du jeu. Et voilà, moi ce que je tire de cette définition, c'est surtout l'aspect motivation. C'est utiliser des leviers du jeu pour permettre aux gens d'aller au bout d'un processus. Donc ça peut être dans l'apprentissage, on va parler pas mal de ça j'imagine. Ça peut être dans un parcours d'achat, dans une montée en compétences, etc. Le jeu est toujours un moyen finalement. Là où dans une expérience de jeu vidéo, le principe du jeu est sa finalité, quoi. Simplement le fait de divertir et de proposer du jeu. Là, dans ce que vous faites, vous, c'est un moyen pour arriver à un autre objectif. Oui, alors ça peut être déjà aller au bout d'un processus, donc apprendre des choses sur une marque. On travaille beaucoup avec des marques, et donc aller au bout d'un discours sur une marque, d'aller au bout d'une expérience d'apprentissage, par exemple dans un musée, ou ça peut être un moyen de pousser les utilisateurs aussi à laisser leur data, passer plus de temps avec la marque, à améliorer l'image de la marque. Mais tout ça par des leviers du jeu, et c'est pas forcément des dispositifs qui sont du jeu à proprement parler. C'est toujours un moyen de ramener des outils de gamification. Alors justement, tu commençais à l'évoquer, les marques s'en emparent. C'est grandement aussi ce qui nous intéresse. On vient de voir, toi, avec quel objectif justement, à quel objectif répond aujourd'hui la gamification pour les marques? Alors, moi aujourd'hui, le principal KPI sur lesquels les marques nous contactent, c'est on veut que les gens ils passent du temps avec notre marque et aussi un peu la collecte de data. Mais c'est principalement sur cet aspect-là. Il faut savoir que globalement, les marques sont confrontées à un truc, c'est que les gens passent de moins en moins de temps sur un seul contenu, etc. Vous voyez bien comment on consomme Instagram, TikTok, etc. C'est des contenus de 15 secondes. Et en fait, les marques ont besoin d'avoir des temps un peu plus avancés pour pouvoir avoir un discours. Et du coup, via la gamification, alors on en parlera certainement après, sur des notions de feedback, des notions de récompense, des notions de division d'objectifs, tu vas permettre aux gens d'avancer dans une histoire, dans une expérience, sans se sentir trop spectateur. Ils participent et du coup, ils vont passer plus de temps avec la marque. Et nous, typiquement... nous, on a fait pas mal d'expériences, de la pure expérience sans avoir de réflexion sur la gamification. Et on avait des temps, et je pense que dans le secteur, ça doit être à peu près ça, c'est 1 à 2 minutes pour les expériences les plus performantes, les plus réussies. C'est monstrueux. Attends. Et là, aujourd'hui, avec la gamification, on tourne entre 3 et 15 minutes, quoi.
Donc, en effet, comparé à un scroll où là, si on arrive à passer la première Ouais, seconde, 20 on a déjà secondes, déjà ouais. réussi On est à gagner content. du temps, 20 secondes. Ouais. Là, en publicité, en plus, est en train Ouais. d'avoir un débat sur est-ce qu'on passe de 30 à 20 secondes maximum pour les spots. Enfin, Ouais. on voit bien en effet à quel point le temps d'attention se réduit. Ouais. Le fait de passer à la minute nous Ouais. amène dans une expérience de marque qui est déjà Ouais, totalement dans une autre sphère. On avait fait avec Guillaume dans le passé un projet pour Volkswagen où on avait fait c'était la navigation dans un garage de sports car. Je sais pas si tu te rappelles de ce projet. Ah, c'était peut-être. Non, c'était pas avec moi, ça devait être. mais quand je bossais dans ce groupe-là, mais effectivement. Et là, on n'avait pas intégré assez de leviers de gamification, mais on avait des temps qui étaient autour de 2 minutes. C'était déjà assez impressionnant à l'époque. Et en fait, nous, merci Michel, donc on faisait ce type d'expérience et on a fait un jeu pour Wigo. Et là, on arrivait à des temps moyens de 8 minutes. Et à l'époque, on pouvait traquer les gens qui revenaient. Et en fait, les gens qui revenaient passaient en moyenne 11 minutes sur la plateforme. Donc, voilà, c'est ces petits trucs-là qui nous ont fait dire, c'est sûr que c'est le futur, on va s'engager là-dedans, et à partir de là, on a fait 80% de jeu, quoi. Donc, qui permet des expériences plus longues, de créer une relation. Je trouve qu'il y a quelque chose, une relation aussi qui est presque... qui est assez émotionnel, qu'on peut créer avec la marque. Oui. C'est aussi l'occasion de passer des messages. Alors tu le disais, pour des marques, elles, de pouvoir passer un message commercial, pour d'autres aussi, pouvoir passer des messages de prévention, par exemple, ce qu'on a pu faire nous récemment à l'agence. Effectivement, nous, c'était des messages de prévention. Mais juste avant d'aller sur ce sujet, là, il y a un truc intéressant que tu disais, c'est les gens reviennent, en fait. Ça, c'est déjà quelque chose qui est quand même assez fantastique de pouvoir faire revenir les gens sur une expérience et pour refaire du contact avec la marque. Ouais. Là, alors, pour vous expliquer Wigo, parce que je parle d'un projet Wigo, je sais pas si vous avez certainement vu les pubs à la télé avec des jeux, des flippers, etc. Oui. Nous, on a fait le flipper en vrai, et t'allais sur le site internet, tu pouvais jouer au flipper Wigo. Et à l'époque, on pouvait traquer. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué de savoir les visiteurs qui reviennent, excepté si tu fais des enregistrements d'accès, mais ça, on essaye de le limiter parce que ça casse un peu le parcours utilisateur. Ouais. Mais du coup, on avait autour de 15-20% des utilisateurs qui revenaient, quoi. Ouais, c'est énorme. Donc c'est énormissime, et voilà, cette expérience, elle a vraiment très bien marché. Et donc le principe, c'était qu'on avait refait le flipper, et tu passais dans toutes les villes de France à travers ce jeu, quoi. Et oui, et voilà, et c'est un jeu parce que c'est vrai que nous, les expériences qu'on a développées jusqu'à maintenant, c'était gamifié parce que il y avait cet enjeu de capter l'attention des gens qui y venaient, et c'était principalement pour de la pédagogie et de la prévention. Donc c'était des jeux pour des assureurs, hein, notamment on en avait fait un pour Massif, où on donnait des conseils avant les départs en vacances de checkpoint sur ta voiture à réaliser pour partir en toute sécurité. Et pour découvrir cette checkpoint, en fait, on faisait apparaître le véhicule au fur et à mesure. Donc c'est ça en fait qui faisait que les gens allaient jusqu'au bout de l'expérience. Ils avaient envie de voir la voiture se construire sous leurs yeux, et voilà. Mais il n'y avait pas d'enjeu de faire revenir, il y avait juste un enjeu de diffuser le message une première fois. Mais là tu parles d'un truc qui est important. Typiquement, ça c'est une façon de gamifier. En fait, quand vous jouez à un jeu vidéo, si on te montre le boss final dès le début, en fait tu vas être démoralisé, tu vas te barrer. Et en fait, le principe quand tu montes un jeu, ça va être de diviser l'évolution de ton personnage en plein de petites étapes qui vont te récompenser, donc avoir des nouvelles armes. Là, je parle sur un type Zelda, mais ça marcherait pour même un jeu de voiture. Bref, on te divise tout en plein d'étapes pour que tu accèdes à un objectif qui est plus grand que ce que tu aurais pu faire au début entre guillemets de l'expérience. Ouais. Et voilà, c'est totalement ce que vous avez fait là sur votre projet. Oui, c'est ça, ouais. Oui, parce que sinon, si on te dit viens voir mon message de prévention sur comment partir en vacances en toute sécurité, en gros, ça intéresse personne. Alors que le fait de découvrir ce même message, mais quand on sent qu'on va rentrer dans une expérience différente et qu'il y a ce truc du petit jeu, justement, ça permet d'aller jusqu'au bout du message. Ouais, parce que sinon, tu sers une page Wikipédia avec O2 et puis. Oui, c'est ça. Ah oui, ça pourrait être une liste de courses. Ouais, ça pourrait être justement, une liste de c'est courses. comment faire pour réussir à créer ce sentiment de progression que tu évoquais, aussi un peu de réalisation de soi, d'accomplissement qu'on peut avoir à travers le jeu. Et c'est vrai que très vite, on est pensé de se ramener aux jeux vidéo parce que c'est là forcément où c'est le mieux fait. Mais justement, comment aller chercher des petites. Aller chercher des petits moyens, des petits leviers. On va en parler. Ouais. J'y reviendrai peut-être après, mais
En fait, souvent, quand on parle de gamification pour les marques, alors excuse-moi, je te coupe un peu. Vas-y, je t'en prie. Question d'après. Non. En fait, souvent, quand tu parles de gamification pour les marques, globalement, tout ce que j'entends dans les discours autour de ce sujet-là, ça va être on va faire des badges pour te dire t'as bien évolué. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Voilà. Donc, bref. En effet, c'est ce que j'évoquais en introduction. Je trouve que la notion de gamification a pas mal été dévoyée pour ça. C'est-à-dire que ça a très vite été réduit à comment on fait pour trouver un moyen, un petit principe d'addiction ou un principe juste pour flatter l'ego avec une logique de badge. Et ça a même souvent été réduit à ça, en tout cas dans une utilisation par les marques. Comment on fait justement pour éviter ça, pour éviter que ce soit sans doute trop gadget? C'est quoi les quelques écueils qu'on peut avoir en matière de gamification? Là, typiquement, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de marques aussi qui vont à reculons parce qu'elles croient que c'est que du jeu. Donc ça, c'est aussi un problème. Ah ouais. Le côté de ça sert aucun objectif finalement, c'est le côté gadget, quoi. Voilà. Si tu parles des écueils aussi, c'est que ça soit très gimmick en fait, et qu'on prenne... typiquement, il y a un truc que je vois beaucoup, notamment dans le e-learning, c'est de faire des réhabillages de tests de code de la route pour du e-learning. Donc, qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Question 1, réponse 1, 2, 3, 4. Ça rappelle des mauvais souvenirs, ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça que je retiens de mon expérience vidéoludique au global, quoi, si tu veux. Ouais. Moi, ça me fait penser à une plateforme dont le nom est Gather, je crois. Gather G-A-T-H-E-R. Et en fait, qui complique, je trouve, l'idée de départ, qui est d'avoir un endroit pour faire des réunions cool sur Internet. Et là, ils ont refait un système qui te permet de reconstruire ton entreprise en virtuel, avec des salles de réunion, la salle de pause, etc. Et chaque personne de l'entreprise, alors ça peut se comprendre avec le télétravail, est invitée à venir dans cette entreprise. Et à un moment, on fait « Allez, réunion tous autour de la salle de réunion ». Donc tu te déplaces ton petit perso pour aller autour de la salle de réunion. Enfin, je trouve que ça... C'est extrêmement gadget. C'est extrêmement gadget, c'est super compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais je trouve que ça rend beaucoup moins fluide les expériences de réunion. Et puis, ça te déconcentre tout de suite, en fait. Comment on te dit, comme toute métrique, forcément, ça peut être un peu dévoyé, parce que l'avantage, c'est que t'as passé 10 minutes sur la plateforme. T'as passé 10 minutes sur la plateforme, mais pour finalement un gain qui est pas dingue, parce que je suis pas sûr que ça arrive à recréer un esprit d'équipe autant que ça. En plus, c'est même pas vraiment personnalisable comme endroit. J'ai vu aussi un autre outil, et c'est en fait tu fais ta to-do list vraiment très divisée, genre je me lave les dents, je ferme la porte le matin, et il va te donner des points en fonction de ça, et toute la journée en fait tu es sur ton téléphone à dire j'ai fait telle action, et ça te fait fil de l'expérience, etc. Je suis un peu sceptique sur ça. Le Tamagotchi de ta vie, quoi. Ouais. Moi aussi, je trouve que ça demande trop d'efforts, en fait, ces trucs-là. Il devient un NPC, un non-playable character. Alors, je dois bien le dire, j'ai déjà un peu de ce sentiment-là avec la petite montre connectée que j'ai depuis peu au poignet. Et je vois bien justement à quel point ça marche, en même temps à quel point c'est vicieux. Pour le coup, c'est mécanique vraiment de trade, juste pour atteindre certains objectifs. Mais là, c'est des objectifs que tu as envie de te fixer toi, en fait. C'est pas, tu sais, je sais plus. Je sais plus si c'est elle ou moi. C'est vrai. Oui, j'ai la même. Mais c'est vrai que vous êtes coureur. Mais oui, mais là, c'est vrai que tu as tes objectifs, mais ça maintient. En fait, c'est ça qui est intéressant comme exemple. C'est vrai que ça maintient l'intention sur ton objectif jusqu'au bout. Nike Plus, c'est quand même pour le coup, ça, c'est pas un écueil. Pour le coup, Nike Plus, c'est vraiment un exemple de gamification réussie. Selon moi, enfin, de toute façon, tu le vois dans tous les cases. De gens qui parlent de la gamification, mais c'est le Nike Plus que vous utilisez là. Non, c'est Strava en l'occurrence. Ah oui, mais bon, c'est un peu le même genre de Garmin. truc. C'est ça. T'as tes objectifs. En plus, t'as tout ton réseau qui est recréé avec tes potes qui te mettent des likes, enfin des kudos. Ça se met une petite tape comme ça. Là. Typiquement, ça, c'est des trucs de gamification qui sont pas forcément identifiés en général quand tu parles de gamification. Comment avoir un côté reward de la communauté, de ton entourage direct, etc. Quoi. Alors, c'est vrai que ça joue sur la motivation. Est-ce que vous voulez évoquer justement quelques points, quelques leviers, outils ou pratiques comme ça, qui, alors, dans Nike Plus ou dans certaines de vos réalisations, qui marchent bien, qui pour le coup justement participent à une gamification réussie? Il y a un truc que je trouve
pas forcément identifié, mais je vais vous le dire, vous allez dire, bah oui, c'est évident, c'est le sens... alors, tu vas peut-être en reparler, mais moi, j'aime beaucoup ce que fait Yokai Chu, qui est un vulgarisateur sur la gamification. Il a fait un TED qui est vraiment intéressant sur ce sujet-là. Moi, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à la gamification. Je ne connaissais pas forcément ce qu'il faisait et j'avais ma vision du truc, mais je trouve qu'il a créé un framework qui explique tous les leviers de gamification que lui, il identifie. Je trouve que c'est assez bien comment dire, répertorié, organisé. Et ça permet effectivement, quand tu analyses un contenu, de voir ce que tu utilises, ce que tu n'utilises pas, etc. et où tu vas pouvoir pousser un peu le fil. Ouais, c'est vrai que je le découvrais. Hein, et c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a un peu une espèce de boîte à outils, de choses qu'on ferait un peu instinctivement, mais sur lesquelles on n'avait pas d'autres noms. Donc en effet, je renvoie vers ça, ce TED Talks de Yokai Chu, très intéressant. Ouais. Et si on prend peut-être l'un des exemples... Alors, ouais, et justement, je voulais justement en parler. En fait, il y a le premier qu'il aborde dans sa conférence, et je trouve que c'est très important, c'est le sens épique et la vocation. Et ça, c'est un peu dur à expliquer. Moi, je fais des petites conférences en interne aussi pour expliquer comment gamifier tes plateformes chez les marques ou dans les agences de publicité. Et c'est des choses où, quand je l'explique, les gens ne comprennent pas forcément. Donc, je vais essayer de développer un peu. Mais par exemple, quand tu fais un jeu, on va te placer dans quelque chose qui est plus grand que toi, par exemple, quand tu fais Zelda, tu vas sauver le monde, quoi. Quand tu vas remplir ton truc d'assurance, tu vas pas sauver le monde. Donc, en fait, peut-être des fois tourner la chose et tu vas sauver une princesse quand tu vas réparer ta voiture. Et ça peut donner une autre dimension à un dispositif, quoi. Il a un dispositif qui permet de traquer la douleur des gamins qui sont hospitalisés. Et en fait, ils ont transformé ça en une enquête de police très poussée, etc. Ouais. Et ça fait que le gamin, il se sent beaucoup plus immergé dans l'importance de faire... de traquer en fait sa douleur, quoi. Ouais. C'est marrant comme exemple parce que nous on a utilisé ce truc de détourner l'attention en fait, qui est intéressant aussi je trouve dans les principes de jeu, c'est de divertir. T'as un sujet qui a priori va pas trop t'intéresser et donc on trouve une manière de le rendre intéressant en racontant une autre histoire. Nous c'est pour l'UIMM, ça s'appelle, je crois que c'est le syndicat de la métallurgie, hein, c'est ça. Je me rappelle plus du nom exact, mais bref, donc l'UIMM, et qui veut présenter des métiers en classe. Sauf que tu te rappelles un peu le collège, voire le lycée, quand on vient te présenter des métiers en classe, ça va pas forcément t'intéresser tout de suite. Et donc nous, on imaginait un jeu où on te met dans la peau d'un profiler. Donc t'es plus juste un étudiant qui va peut-être choisir son métier de plus tard. C'était un enquêteur. C'est exactement ça. Ouais. Voilà, c'est ça. T'es un enquêteur qui commence à voir quelles compétences il faut avoir pour correspondre à tel ou tel type de personnage, en fait. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, c'est plus une présentation d'1 heure qui arrive dans une classe, c'est 1 heure de jeu, mais à la fin, t'as quand même appris quelque chose. Et je trouve que ce ressort à chaque fois de transposer dans un autre personnage, un autre univers, c'est ça qui marche bien. Ouais. Et c'est vrai que justement, ça peut être réduit à ce serait plus joli si à côté on avait juste un joli décor, alors qu'il se joue autre chose, quoi. Faut qu'il y ait un enjeu, faut qu'il y ait quelque chose, un sens, ce côté épique qui est pas forcément nous ramène aussi loin dans l'histoire, mais en tout cas, une tâche à accomplir. Ouais, il faut qu'il y ait cette forme d'enjeu. Ça me rappelle aussi, je sais pas si vous voyez cette théorie du voyage du héros et du monomythe qui fait que tous les mythes, toutes les histoires seraient finalement un peu la même chose, avec un même héros qui grandirait, qui passerait les étapes pour finalement arriver à grandir soi-même. Il y a ça aussi, quoi. Il y a le fait que ça puisse te grandir toi-même au fur et à mesure de l'aventure, même si c'est une aventure qui dure 30 secondes, 1 minute, 6 minutes dans le meilleur des cas. Il faut qu'il y ait ce sentiment de progression. Ouais. Ouais, progression et accomplissement à la fin. Ouais. Il y a aussi un truc qui est assez intéressant dans tous ces leviers de gamification, c'est le côté positif et négatif des choses. Et il y en a qui vont avoir des valeurs un peu plus négatives quand on parle,
négative quand on est sur une réflexion de peut-être manipulation. Malgré tout, ça, typiquement, Supreme utilise beaucoup ça, le fear of missing out, tu vois, où tu fais des quantités très faibles et du coup, il y a un côté de gamification là-dedans. Ouais, donc c'est le syndrome, le fait d'avoir la peur de manquer ou de louper quelque chose, voilà. Une information, un objet. Voilà. Et on a joué avec ça un peu pour un projet pour Kenzo. Je vous le raconte parce qu'il est assez drôle. En fait, tu arrivais sur une plateforme un peu e-commerce où tu voyais toutes les souris de toutes les personnes qui étaient sur la plateforme. Et donc, il y avait c'était un drop de chaussures, de sneakers. Et il y avait un nombre limité de chaussures. Et quand tu allais sur la page de la sneaker, c'est que tu mettais acheter, tu devais te battre contre une autre personne que tu as vue, qui a cliqué en même temps sur le bouton. Si tu gagnais, tu avais le droit d'acheter la chaussure. Tu gagnais pas la chaussure, tu gagnais juste le droit de l'acheter. Okay. Et en vrai, donc ils font des drops, ils faisaient des drops tous les ans, je sais pas, ça, c'était avant le Covid, donc je sais pas s'ils continuent à faire ça, mais ils faisaient des drops tous les ans. Et l'année où on a fait cet événement, ils en ont vendu 6 fois plus que l'année précédente. Donc ils ont fait sold out et en moins de 10 heures. Quoi. Ah oui. Donc là, tu joues sur la dimension sociale, sur l'esprit de compétition. Voilà, exactement. Et un peu sur la déception aussi, j'imagine, pour ceux qui ont perdu. Bah oui, parce qu'ils doivent se rebattre et ils s'entraînent et petit à petit, voilà. Vraiment du sang et des larmes sur cette expérience de gamification. C'est assez drôle. On a refait les trucs des événements de Black Friday où les gens se disputent les télés, mais on l'a fait en digital. En digital, ouais. Ah, c'est bien vu, c'est une bonne idée, je trouve. Ouais, c'est rigolo. Et du coup, ça a bien marché et on a refait une saison 2 où on a fait un battle royale. Je sais pas si ça vous parle, les battle royale, mais c'est il y a une masse de personnes, mettons 100 personnes, et petit à petit elles se réduisent parce que l'espace se réduit et du coup les 10 derniers pouvaient accéder au shop, quoi. D'accord. Ouais. Bref, c'était pour acheter des t-shirts. Bref, c'était assez rigolo, mais le Covid est arrivé et je crois qu'ils ont arrêté de faire des drops comme ça depuis. Ouais. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça renforce la valeur de ton produit, en fait. Parce que tu t'es pas juste contenté de l'acheter, tu t'es battu pour l'avoir. Absolument. Et c'est, battu entre guillemets, mais c'est marrant parce que ça va lui donner une autre dimension. Ouais, même la relation affective que tu peux avoir avec la marque. Bah oui, absolument. Du coup, je tire le fil. En fait, on a fait... Donc ça, c'est plutôt un autre levier, c'est l'aspect reconnaissance de la communauté. Ouais. On a fait un autre projet pour la Team Vitality où il fallait faire des puzzles de plus en plus difficiles dans un temps très réduit. Donc des puzzles qui sont... En fait, si tu veux, tu as un temps qui baisse très rapidement et à chaque fois que tu mets une pièce, ça rajoute du temps. Et le truc est très rapide, très frénétique. Et les puzzles les plus difficiles permettaient de pouvoir acheter les produits les plus chers. Mais en fait, si tu veux, après, les mecs qui portaient les produits qu'ils avaient pu acheter, bah, ça montrait qu'ils avaient réussi à faire ce puzzle aussi, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un vrai truc ça donne une vraie valeur au produit qui est autre que sa valeur intrinsèque, quoi. Ouais. Oui, c'est marrant. C'est complètement transposé des jeux vidéo, c'est avec les skins que tu peux débloquer pour certains personnages quand tu as réussi certains achievements. Absolument. C'est marrant. Ouais, je pense, typiquement, ça, c'est des genres de trucs, à mon avis, qui va se développer parce que c'est une autre valeur sur les choses et je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Ouais, c'est très intéressant. C'est une valeur en plus en fait qu'on arrive à installer puis qui coûte rien finalement. Oui. Si, quand même, il faut se payer la plateforme. Oui, non. Mais en dehors de ça, je veux dire, dans ton produit, ça rajoute pas des trucs en plus à concevoir. Non, et ça rajoute en effet de la valeur. Si on parle un petit peu maintenant justement de la manière de collaborer, comment on propose dans toutes ces expériences, quels sont déjà aussi les métiers qui sont convoqués, mais surtout les relations avec les marques, justement, à quel moment le projet est enclenché, est-ce que l'idée vient d'eux, j'étais curieux de savoir un petit peu comment sont nés tous ces beaux projets. En plus, ça doit être différent parce que comme on est tous les deux dans des agences, nous dans une agence, donc nous on va aller concevoir et puis proposer ça à l'annonceur. Toi, tu as des annonceurs en direct aussi ou Alors, on en a de plus en plus. On a beaucoup d'annonceurs en direct qui se disent on veut faire un jeu. Ouais. Donc là, si tu veux,
tu te poses pas la question d'aller voir une agence, même si je pense aussi que ça peut être une réflexion intéressante, notamment sur le déploiement. Mais on a aussi beaucoup d'agences qui, sur un sujet donné, se disent il faudrait gamifier la façon de faire passer ce message, ou là elles nous contactent. Mais voilà, en tout cas la façon dont ça atterrit chez nous, il y a vraiment, ça arrive à différentes étapes. Donc effectivement, des fois ça arrive, on voudrait faire un jeu et ils ont déjà une image très carrée de ce qu'ils veulent faire, notamment quand on échange avec vous, où vous savez vraiment ce que vous voulez faire, et nous on est vraiment un outil de production. Et puis il va y avoir, comme je le disais tout à l'heure, je fais de plus en plus des conférences pour expliquer comment gamifier un contenu, comment utiliser un contenu, comment la gamification te permet d'atteindre certains KPI. Et il arrive que ça découle sur des ateliers, et que ces ateliers découlent sur une production. Et typiquement là, on a fait un truc avec Sony Music, où ils avaient un événement en interne à produire, et ils voulaient faire une chasse au trésor. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est revenu dans les ateliers. Et en fait, on a créé une espèce de chasse au trésor. Donc, on a détourné un peu ce que faisait Pokémon Go. Donc, on a appelé ça Sony Go. Et en fait, donc, c'était pour un événement interne, et on a fait un dispositif où en fait les gens avaient donc une carte avec plein de lieux sur lesquels se rendre, et en fait à chaque lieu il y avait un artiste qui était caché en AR dans le décor, et donc il fallait le retrouver et se prendre en photo avec ses collègues pour gagner des points, et les points que tu vas gagner à la fin te permettaient de gagner des PlayStation. Alors c'était peut-être pas des PlayStation, mais c'était un casque Sony, etc. Et du coup à la fin de la journée, ceux qui avaient fait le plus de photos, qui avaient répondu au plus de questions, parce qu'il y avait aussi des questions en AR cachées dans la ville, gagner un lot. Et en plus, ce qui était cool, c'est que les photos, on les récupérait nous avec notre back-office, et elles étaient diffusées pendant la soirée, donc tu voyais tous les gens qui avaient fait l'épreuve en photo derrière les artistes Sony. Donc c'est un truc, ils sont super contents, ça a hyper bien marché. Et puis j'espère qu'ils ont conscience, et que vous avez conscience que vous tenez quelque chose de parfait pour la promotion de leurs artistes aussi. Ouais. Parce que là, ça me rappelle un peu à ce qu'a fait Charli XCX, qui est donc chanteuse pop, où justement elle l'a fait en réel pour le coup, de faire des lives pour la retrouver à certains endroits. Comme ça, il y avait une espèce de mur où il fallait la retrouver, ce qui a amené une espèce de chasse au trésor dans New York jusqu'à arriver à elle. Bon, il y a quelque chose en tout cas à faire. Tu crois pas si bien dire, hein. Ils nous ont appelés derrière. Vu que les gens c'était de l'interne et beaucoup de gens qui gèrent de la com, ils ont envie de décliner ce dispositif pour les fans, quoi. Ouais. Bon, voilà. Vu les artistes qu'il y a chez Sony, je suis pressé de voir ça. Trop bien. Voilà. Est-ce que vous voyez justement d'autres expériences, c'est quoi un petit peu pour vous les futurs projets, et plus globalement un peu le futur de la gamification pour les marques? Moi, je pense que en tout cas, nous, quand on y a été confrontés à ces sujets-là, je trouve que c'est surtout intéressant quand il faut faire de la pédagogie. Parce que ça rend quelque chose qui peut être un peu ennuyeux, ça le transforme tout de suite en une expérience qui peut être plus enrichissante, plus passionnante, qui nous divertit en fait, qui, l'espace d'un instant, nous fait oublier vraiment ce qu'on est en train de faire. Et donc pour ça, je pense que c'est intéressant, parce que généralement, quand on doit faire de la pédagogie sur quelque chose, ça s'annonce assez rarement passionnant. C'est des sujets de prévention. Ça demande du temps aussi. Et ça demande du temps, et ça demande, et puis ça demande de maintenir l'attention de la personne sur le sujet dont on veut lui parler. Puis on en parlait tout à l'heure, l'attention, elle est de plus en plus volatile. Donc moi, je pense pour toute la dimension pédagogique, c'est intéressant. Et puis après aussi, en notoriété, ça peut être pas mal pour découvrir l'univers d'une marque. Voilà, pour maintenir l'utilisateur autour de l'univers de la marque et lui faire découvrir des nouvelles choses. Bien sur ces deux sujets. Ouais. C'est vrai que c'est un bon moyen de renforcer des liens. Après, d'ailleurs, tu l'évoquais, Antoine, ceci dit, il y a aussi un enjeu, j'imagine, de communication et de déploiement autour de ces expériences qui ne suffisent jamais à elles-mêmes. Donc pour ça, il faut aussi penser le tout en cohérence, j'imagine. En fait, quand on a commencé, nous, à faire de la gamification, donc c'est vraiment
qu'on fasse à 80% des prods de gamification, c'était beaucoup sur des dispositifs full digital. Et petit à petit, là, en fait, toutes les OP qu'on fait, ils nous demandent une déclinaison en magasin, in situ. On a fait par exemple un projet pour Engie où on comparait la production d'électricité qu'on pouvait avoir en faisant du vélo et les économies que tu pourrais faire en changeant tes ampoules chez toi, etc., en n'oubliant pas d'éteindre la lumière, en changeant d'alimentation sur ton ordinateur, etc. Et du coup, on a fait un jeu de vélo où les gens, ils pédalent, ils ont une course et ils collectent ces bonus pendant le trajet. Et du coup, les gens se rendent compte qu'en fait, on produit assez peu d'électricité en pédalant, même si Guillaume, je sais qu'il pédale super vite. Mis à part Guillaume, globalement, c'est peu d'énergie. Voilà. Et du coup, en fait, par le jeu, là, les gens le comprenaient, mais directement. Et en plus, ce truc a eu un succès fou. C'était dans toutes les gares parisiennes. Donc, ils l'ont fait à Saint-Lazare, à la gare de Lyon, à gare de l'Est. Ça a vraiment bien marché. Et parce qu'en fait, tu avais les gens qui y faisaient. Donc, il y a eu 900 courses, je crois, en une semaine sur la gare Saint-Lazare. Et en plus de ces 900 courses, t'avais les gens à l'extérieur qui regardaient aussi, quoi. Donc ça a vraiment bien marché en termes de notoriété. On a fait une interview après des gens qui avaient fait le parcours. Et ce qui est assez marrant, c'est que les gens quand on les interviewait, on leur posait les questions s'ils jouaient, et les gens qui ne jouaient pas étaient limite les gens qui étaient les plus touchés par l'opération, quoi. Donc même, tu vois, la gamification touche tout le monde, quoi. Et même les gens qui disent qu'ils jouent pas. Alors d'autant plus avec le cas de Sony et d'Engie là que t'évoques, où finalement on quitte vraiment le mini jeu vidéo, et où on passe vraiment sur une expérience de jeu qui est plus longue, et dans la vie réelle forcément ça permet de s'ouvrir à d'autant plus de monde. Ouais, si tu veux, je pense que les gens ont quelques réflexes pavloviens là-dessus. C'est c'est sur un écran, non, je vais pas regarder. Et du coup, le fait de sortir de l'écran, évidemment, ça les ils y accèdent plus facilement. Et puis il y a le réflexe du jeu vidéo, quoi. C'est un truc de gamer. C'est ça que je fais pas de jeux vidéo, quoi. Oui, c'est ça que je dis quand je parle de réflexe pavlovien. Oui, il y a ça. C'est vrai que nous, les deux derniers sujets sur lesquels on a travaillé, c'est des vraies boîtes de jeux. En fait, on a monté des jeux avec des boards, des pions, et ça, c'est intéressant aussi. Du jeu de société. C'est du jeu de société, exactement. Je suis en train de chercher le terme technique, mais c'est bien celui-là. Celui-ci. C'est du jeu de société. Et dont un escape game pour, pareil, comment se comporter chez soi face à une inondation. On a monté un escape game avec des cartes à trouver, des petites énigmes à résoudre, etc. Et ça, c'est aussi hyper intéressant parce que ça permet même de rassembler plusieurs personnes autour du même jeu. Alors qu'un écran, c'est vrai que c'est difficile parfois d'avoir des réactions, des interactions sociales, entre guillemets, qu'on est tous ensemble. Oui, tout à fait. Ouais. On a fait un jeu pour Montblanc, où c'est une voiture pour un parfum Montblanc avec Interparfum, où tu scannes un QR code et puis tu vas pouvoir jouer à un jeu de voiture et ton téléphone devient la télécommande de la voiture. Ouais. Mais en fait, typiquement, ce genre de dispositif, tu pourrais scanner à 10 le QR code et puis avoir 10 voitures les unes à côté des autres et jouer les uns contre les autres, quoi. Ouais. Bref, tu peux aussi, le fait de déployer des dispositifs dans la rue ou dans des événements, c'est cool aussi pour pouvoir faire ça Oui, dans les événements, c'est une bonne idée dans les événements, ça peut rassembler les joueurs autour d'un même sujet, c'est une bonne idée. Je pense pour dynamiser pas mal d'événements et internes dans le cadre des entreprises, mais aussi certains événements, je pense, publics, il y a beaucoup de choses à faire. Là, on en vient juste de sortir un jeu pour Red Bull. Là, je vous l'ai envoyé avant qu'on se voit. Et il va être déployé. En fait, c'est pour promouvoir un événement à Bercy. Ouais. Et le dispositif va être déployé à Bercy dans des bornes et les gens pourront se tirer la bourre sur les scores. Et il y a des lots, je pense, quand les scores quand il y a les meilleurs scores et tout ça. Et voilà. Alors pour expliquer le jeu, c'est un espèce de roguelite où un des personnages qui va être sur scène et qui va devoir se battre
à Bercy doit buter des monstres qui l'attaquent, et plus il en bute, plus plus il a des points, et il faut rester le plus longtemps possible pour faire le plus gros score. Et voilà. Et juste pour l'anecdote, ce projet-là, que je vous ai envoyé, le temps moyen, il doit être de 9 minutes sur les visites. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que les gens qui entrent donc dans la compétition et qui laissent leur score, le temps moyen, il est de une demi-heure. Oui, parce que les personnes... on est vraiment sur du jeu, du coup. Ça doit être 26 minutes, quoi, mais c'est énormissime. Et on a des gens qui ont... Il y a des gens qui ont passé 10 heures sur la plateforme. Ah ouais, c'est ouf. Alors nous, à contrario, on a fait un jeu pour San Marco, qui est une marque de café, où justement le principe, c'était que ce jeu devait pouvoir parler à tout le monde, et surtout aux gens qui ne sont pas gamers. Oui. Et donc l'expérience, on l'avait pensée assez courte, genre 2-3 minutes, le temps de boire ton café finalement. Et dans les mécaniques de jeu, on avait cherché à trouver des mécaniques qui parleraient à des personnes qui n'ont jamais joué à quoi que ce soit. Donc ça restait beaucoup plus simple, hein, t'as pas de manipulation de personnages à faire, c'est plus trouver des éléments, les accorder ensemble. Et ça, c'est une phase que j'aime bien aussi, c'est adapter la mécanique au bon public en face. À la cible, ouais, parce que ça c'est un truc important. Tout le monde joue. En fait, les gens jouent à tous les âges, donc de 7 à 77 ans, le fameux. Ouais, on va dire ça. Par contre, les types de population, les cibles, ne sont pas sensibles au même type de gameplay. Et si tu vas être sur des populations plus jeunes, il faut pas forcément, mais en tout cas, les gameplays plus dynamiques, platformer, runner et tout ça vont beaucoup mieux marcher. Et sur les populations plus âgées, tu vas être sur des choses avec des boucles de gameplay plus simples, plus identifiables et beaucoup plus dans la réflexion. Et ça se voit aussi dans les jeux que les gens consomment. Hein. Tu vois, nos parents, ils vont plus jouer aux échecs, aux jeux de cartes, au Candy Crush et tout ça, que à des runners, quoi. Et alors justement, ça, est-ce que c'est lié à un écart de culture gaming forcément que peuvent avoir, ou est-ce que c'est plus physiologique que ça, d'après vous ? Je pense que c'est un peu des deux. Okay. Je pense que c'est un peu des deux, mais typiquement, même moi, je le vois en vieillissant, je vais être plus sensible à des jeux de réflexion, à des jeux avec des gameplays plus lents. Alors que quand j'étais petit, je jouais beaucoup plus à des Call of Duty ou des trucs... c'était plus Doom, vu que je suis vieux. et Quake 3, éventuellement. Donc, qui sont des shooters beaucoup plus dynamiques. Et bon, je joue encore à ce genre de choses, mais c'est vrai que je suis aussi beaucoup plus sensible à des jeux de cartes, type je joue pas mal à Balatro, je sais pas si vous connaissez ça. Je connais pas. Balatro ou Slay the Spire, qui sont des jeux de cartes boostés aux hormones. Enfin, je vous recommande de le faire. Par contre, vous allez perdre une partie de votre vie, hein, mais c'est vraiment génial. Il y en a un, c'est un jeu de poker où tu vas collecter des jokers qui vont te booster qui vont booster petit à petit tes mains, et ça c'est très addictif. Mais bref, en fait, consommer du jeu, de toute façon, peut-être j'aime bien dire, t'es comme dans Matrix, t'essayes de lire entre les lignes quel type de réflexion ils ont eu pour le fabriquer, et du coup ça te sert au quotidien, donc ça devient important pour la veille de continuer de jouer aussi pour toi. De jouer à fond. De jouer aussi. Oui, puis tu peux voir des comportements même dans les applications. Là, moi, c'est un truc qui m'a sidéré ces derniers temps. C'est ma fille qui utilise Snapchat avec ses copines et qui veut absolument garder son stock de flammes. Et la semaine dernière, il y a une de ses copines qui a oublié de lui envoyer une image ou de faire une interaction. Et donc, ils ont perdu leurs 280 flammes. Parce qu'il faut écrire tous les jours à quelqu'un pour garder les flammes. C'est ça. Et donc, cette mécanique, ça maintient l'attention. C'est tout bête, hein, mais c'est hyper efficace. C'est limite vicieux quand même, hein, parce que c'est fait pour que tu reviennes tout le temps sur le... C'est un peu les dark patterns. Oui, c'est exactement ça. Le FOMO, c'est ça, mais ça, c'en est un autre qui te force à revenir pour ne pas perdre quelque chose. C'est donc ça. C'est une forme Celle-là, de FOMO. Je les aime moins. Je les trouve moins... les dark patterns. Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça. Mais tu peux l'utiliser à bon escient. Hein. C'est utilisé aussi sur Duolingo. Ça te force à... Vous voyez ce que c'est Duolingo, une appli d'apprentissage. En fait, ça te force aussi à
à bien apprendre ton anglais, quoi. Oui. Bon, alors c'est une dépendance à l'application, mais bon, c'est... C'est toujours un peu le regard critique que j'ai porté sur le nudge, qui est un grand mot donc pour une théorie, mais qui je trouve porte ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de très assumé, on utilise quand même des principes, des biais cognitifs pour faire un comportement qui, dans le meilleur des cas, sera vertueux. Donc on accepte quand même un peu une forme de manipulation. Forcément, dans les cas d'école, sont plutôt souhaitables. Bon, on voit bien aussi comment ça peut être utilisé. D'ailleurs, ça l'est déjà aujourd'hui. On voit bien ces mécaniques de dark pattern sur des réseaux sociaux, finalement. Donc, les frontières deviennent poreuses. Ça nous interroge aussi là-dessus. Oui, mais c'est vrai que la gamification fait partie du nudge. Hein, ça peut être utilisé à bon escient, dans le sens où pour un but, un but positif, on voit bien aussi. Un couteau, tu peux faire un super plat et tu peux planter un mec. Hein. Est-ce que c'est des questions, est-ce que justement c'est quelque chose qui, au sein de Merci Michel, vous interroge, est-ce que cette petite dimension à quel moment on joue sur des dark patterns ou non? Alors, en fait, si tu veux, quand je vous parlais de Kenzo tout à l'heure, c'est un peu une dark pattern. Mais tu sais là où tu mets les pieds. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension éthique là-dedans qui est toujours un peu compliquée. Bon, nous, on n'a pas été trop confrontés à être forcés à faire ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on a été contactés parfois par exemple, une boîte ukrainienne qui faisait des drones pour faire la guerre en Russie ou en Ukraine, enfin bon, bref. Et ils voulaient intégrer de la gamification à tout ça. Enfin, si tu veux, moi, ce genre de truc, on n'y va pas. On sait pas ce qui aurait été attendu de nous, quoi. Mais oui, il y a quand même une dimension éthique à toujours avoir en tête. Maintenant, on est quand même sur des trucs de com assez simples, des dispositifs avec une envergure assez limitée. Donc, il n'y a pas ce genre de réflexion. Ça devient plus problématique, en tout cas problématique. Ça te questionne plus quand tu es sur des dispositifs avec beaucoup plus d'impact et qui ciblent tous les Français, par exemple. Ouais. Je pense aux réseaux sociaux, justement. Là, pour le coup, on compte en heures, quoi. Se joue d'autres choses. Ouais. Voilà, où tu vas avoir... Il y avait sur Amazon, à un moment, ils avaient un truc où ils avaient rajouté 2 boutons pour l'annulation d'un achat. C'est des petits trucs de dark pattern qui peuvent te poser quand même pas mal de questions, quoi. Bref, bon, moi, pour l'instant, on n'est pas confronté à ce genre de réflexion-là. En tout cas, sinon à la marge, quoi. Ouais, tant mieux. Alors si justement on essaye de se projeter, si la gamification prenait pour le coup d'autant plus d'envergure, si vous aviez un rêve, une bouteille à la mer justement sur ce que devraient être demain les expériences de gamification. Il y a un truc que j'aimerais mentionner, parce que je pense que pour les apprentissages, c'est quelque chose qui est hyper important. Je l'ai pas abordé depuis le début, mais les mammifères apprennent grâce à la gamification. On voit que les jeunes lions, ils apprennent à se battre en jouant entre eux. Même les petits oiseaux, ils apprennent en jouant, ils apprennent à voler en jouant avec leurs ailes, etc. Et d'ailleurs, il y a un docu qui est très cool là-dessus qui s'appelle Animaux trop humains, et c'est sur la gamification, où ils expliquent à l'intérieur que le fait de jouer augmente considérablement ton espérance de vie chez les mammifères. Et donc ça illustre aussi la façon d'améliorer ton apprentissage. Et je pense qu'il y a un vrai truc à jouer sur les apprentissages, notamment même au niveau de l'éducation nationale. Alors je suis pas pour les écrans partout, hein. Mais ça a été pas mal poussé, les écrans dans l'éducation, et je trouve que ça n'a pas été utilisé à bon escient forcément. Je pense que justement par la gamification, ces écrans auraient pu servir réellement à quelque chose. Typiquement, j'avais rencontré un prof de maths très très motivé sur ces sujets-là, et en fait on avait pour réflexion de monter un platformer où les gamins devaient coder les courbes de saut, etc. de leurs personnages, qui leur permettraient d'avancer dans l'aventure. Donc toujours dans une réflexion un peu serious game, mais très ludique, et qui permettent d'apprendre. Tu as vraiment envie d'apprendre parce que tu vas avancer dans ton jeu, et il y a quand même une grosse partie ludique.
parce que voilà, un truc qui me dérange un peu dans la notion de serious game, c'est souvent c'est un peu trop sérieux, c'est pas assez game, alors que le jeu doit être le vecteur de l'apprentissage et pas se dire, faut pas que ça soit un gimmick, quoi. Et du coup, je pense que dans l'apprentissage, il y a un truc à jouer avec ça. Et à l'ère de l'IA où il y a de plus en plus une forme de graisse qui va se former autour du cerveau parce que c'est très facile d'arriver à un objectif assez élevé en faisant juste un prompt. Là, via la gamification, je pense qu'on peut recréer, comme je disais tout à l'heure, de la motivation pour accéder aux apprentissages. Quoi. Recréer le goût de l'effort, en fait, quelque part. Ouais. Et justement, parce on n'en a pas tant que ça, en fait, finalement, quand on joue. Il y a quelque chose où on produit un effort, mais sans s'en rendre compte, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant avec le jeu. Les leviers de gamification, j'ai trouvé efficaces pour ça, parce que justement, ça lisse totalement cette notion d'effort. Tout à fait. On se prend dans le truc et ça avance. Ou alors c'est un effort consenti. Ou alors un effort consenti, voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, quand il est consenti, c'est... Ouais. T'as pas le côté laborieux. Absolument. Et tu vas jusqu'au bout. Absolument. Okay. Bon, IA, donc futur brûle-graisse autour de notre cerveau. C'est noté pour le jeu. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Guillaume. Merci Thomas, merci Antoine. Avec plaisir. À très bientôt. On peut te retrouver sur... alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. En fait, j'essaye de faire 2-3 posts par semaine sur la gamification. Alors là, on sort beaucoup de jeux en ce moment. De jeux ou de prod en ce moment. Du coup, je parle un peu moins de gamification et je montre plus les jeux qu'on fait. Mais en général, j'essaie de me tenir à 2 ou 3 posts sur LinkedIn sur la gamification et j'essaie de produire du contenu un peu original qu'on ne voit pas ailleurs, qui ne vient pas de ChatGPT. Ah oui. Voilà. Ce qui se fait rare sur LinkedIn. Donc Antoine Ménard sur LinkedIn. Voilà. Et puis nous autres, on peut nous retrouver sur thelinks.fr. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.